Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Et ce soir, on va parler d'agriculture. C'est quand même un des sujets du moment. Je rappelle que jusque dans les années, oula, je vais peut-être dire une bêtise, il me faudrait Scipion de Salmes pour confirmation, mais il me semble que jusque dans les années 1920-1930, carrément, la France avait comme toute première industrie et l'agriculture, absolument. Nous avons eu une révolution proto-industrielle avant de passer complètement à l'industriel, et l'agriculture a toujours été une grande force économique de la France. Donc c'est un domaine évidemment qui nous porte à cœur, sans compter que bien sûr nous adorons tout ce qui est terroir français, tout ce qui est nourriture, gastronomie, vernaculaire. Et pourtant, les agriculteurs sont dans une situation quand même très compliquée. Ça fait des années et des années qu'on rabâche qu'il y a plus de 600 agriculteurs qui se suicident par an. Une situation absolument dramatique, des conditions de travail assez déplorables, des pressions de tous les côtés, des lobbyistes qui prennent leur cause et qui en font des intérêts économiques. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas faire l'émission à moi tout seul, bien entendu. Je vais la faire avec Jason. Jason, bonsoir à vous. Vous êtes membre conseiller national du Parti de la France, originaire d'Occitanie. Comment allez-vous, Jason? Bonsoir Alexandre, bonsoir chers auditeurs. Écoutez, très bien ma foi, très bien. Il n'a pas neigé dans le sud. Voilà. Ah bah chez moi c'est l'hécatombe, pas l'hécatombe, non, pas l'hécatombe parce qu'il n'y a pas une mort, mais c'est le déluge de neige. Et d'ailleurs mon chat a découvert la neige pour la première fois, puisque je crois que c'est la première fois de sa vie qu'il voit de la neige. Très curieux comme comportement, mais on n'est pas là pour parler de mon chat, on est là pour vous dire que Jason fait sa première émission avec nous, certainement pas la dernière, puisqu'il est au Conseil national du Parti de la France, et invité même à potentiellement à rejoindre le bureau lors du prochain congrès. Mais malheureusement, il n'a pas de chance sur sa première émission parce que son binôme Alban Darguin, suite à un problème technique, ne pourra pas être des nôtres ce soir. Donc Jason sera le seul à répondre à mes émissions, à mes questions. Excusez-moi, c'est la première fois que ça arrive lors d'un forum du Parti de la France. Jason courageusement a accepté. Bravo Jason tout d'abord, parce que c'est pas forcément facile de répondre à des questions quand on est seul. J'essaierai de faire de mon mieux, il n'y a pas de souci. Ah, mais ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais oui, c'était effectivement important. Et on vous invite, vous, parce que, comme je vous l'ai dit, vous êtes originaire d'Occitanie, vous y connaissez en agriculture. Donc, c'était tout à fait pertinent de vous inviter. Et justement, j'aurais aimé... Occitanie et oui. Aquitaine, parce que de par mes origines, moi je suis 100% du sud-ouest, dominante gasconne avec des origines basques et languedociennes. Donc voilà, ma mère est toulousaine, mon père est bayonnais, pour résumer. Donc voilà. Tout à fait. Peut-être que dans la soirée, je ne sais pas encore, je vais peut-être faire intervenir aussi un autre intervenant du Parti de la France, plutôt pour parler de l'actualité, puisque de toute façon, vous n'avez pas tout faire quand même, vous n'avez pas tout faire, on est dans un travail d'équipe, le Parti de la France, c'est du travail d'équipe, c'est comme les échecs, donc on fait participer toutes les pièces. Alors, première question que j'aurais aimé vous poser, pourquoi, puisque c'est le sujet quand même du moment, les agriculteurs sont opposés aux accords qu'il y a entre l'Union européenne et le Mercosur? Oui, alors on est en plein dans, en fait, c'est une actualité qui ressurgit puisque il s'agit d'un accord de libre-échange. Donc qu'est-ce que c'est qu'un accord de libre-échange? En fait, c'est quand on exempte des droits de douane, puisque quand on importe des marchandises, un État, en principe, applique des droits de douane, en principe pour des raisons de protectionnisme économique, pour des raisons intelligentes, parce que les pays, parce qu'on veut préserver, on veut protéger tout simplement notre économie. Et là, il s'agit d'une négociation entre l'Union européenne, puisque notre politique commerciale est décidée à l'échelle supranationale, à l'échelle de l'Union européenne. C'est la Commission qui négocie directement avec une autre organisation purement commerciale qui est ici le Mercosur, donc Mercosur qui regroupe quelques pays d'Amérique du Sud et moins importants, puisqu'il y a le Brésil, puissance agricole majeure, l'Argentine également, et quelques autres pays comme, il me semble, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie. Donc c'est un accord qui est en négociation, ça fait plus de 20 ans. Ça fait depuis le début des années 2000 que l'Union européenne et le Mercosur débattent, puis au gré des majorités politiques
dans chacun des pays, que ce soit en Amérique du Sud ou en Europe. Cet accord est tantôt suspendu, tantôt les négociations avancent. Et maintenant, ça se cristallise à nouveau, si j'ose dire, puisque un accord est sur le point d'être signé. Les négociations ont abouti. Et donc la Commission européenne, la plupart des pays européens les plus importants du moins, sont prêts à signer. Il n'y a quasiment que la France, mais on verra que c'est pas par comment dirais-je, par bienveillance de notre gouvernement et de Macron qui bloque l'accord. Voilà. Merci beaucoup, Jason. Et oui, 83% du PIB de toute l'Amérique du Sud dépend du Mercosur, rien que ça. Nombre qui sera peut-être amené à évoluer vers la baisse en fonction des promesses qui seront, je pense, tenues par Javier Milei, qui veut plus axer son économie argentine sur l'industrie. Frédéric Avalli vient d'arriver. Je vous ai dit peut-être en introduction qu'il y aurait quelqu'un qui serait là un peu pour, de manière improvisée, donc on peut même l'applaudir, j'ai envie de dire, parce que le pauvre ne savait même pas qu'il allait participer ce soir, puisque Alban Darguin n'a pas pu venir à cause d'un problème technique. Frédéric Avalli sera là. Il parlera principalement de politique et il pourra intervenir sur le sujet de l'agriculture lorsqu'il le souhaitera, lorsqu'il souhaitera dire quelque chose. Bonsoir, on va quand même le saluer. Bonsoir Frédéric Avalli, comment allez-vous? Merci beaucoup d'avoir accepté cet exercice difficile. Bonsoir Alexandre, et merci pour votre confiance. Bonsoir camarade Jason, ravi de t'entendre. Alors finalement, je pense qu'on va finir par m'appeler le Joker. Alors pas forcément le Joker de Batman, puisque Alexandre, vous êtes fan de Batman, mais parce que il y avait déjà eu une sorte, je vais pas dire d'incident, puisque c'est toujours un plaisir d'être là avec vous, mais pour l'émission consacrée à la boxe en juillet 2023, et voilà, là c'est l'agriculture, et puis je suis aussi votre doublure en tant que présentateur de la chaîne YouTube du Parti de la France. Mais bon, on va peut-être pas dévoiler les surprises à venir. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup Frédéric d'avoir accepté, c'est courageux. C'est totalement improvisé, vous n'étiez pas au courant. Je n'étais pas non plus au courant que Alban Darguin n'arrivait pas à surpasser les problèmes techniques, excusez-moi. Mais c'est un plaisir évidemment de vous recevoir. Oui, concernant l'univers de Batman, petite parenthèse que je fais, je vois régulièrement des commentaires sur la chaîne YouTube de personnes, d'auditeurs bienveillants qui me comparent au pingouin de l'univers Batman. Sachez que moi, je le prends bien. Donc merci beaucoup pour avoir répondu sur la question sur les accords entre l'Union européenne et Mercosur. Merci d'avoir expliqué pourquoi les agriculteurs n'étaient pas favorables à ces fameux accords. Je voudrais vous poser cette question quand même, puisque nous parlons de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pensez des normes, des directives de l'Union européenne relatives au monde de l'agriculture? Est-ce que vous les trouvez supportables pour nos agriculteurs, Jason? Écoutez, elles sont clairement, elles deviennent étouffantes. Les normes environnementales coûtent de plus en plus aux producteurs. Clairement, aujourd'hui, c'est à se demander si c'est même délibéré pour justement asphyxier les petites exploitations, les petits exploitants qui n'auraient pas une production suffisamment importante pour user d'économies d'échelle. Voilà, les coûts de modernisation, les normes sanitaires, phytosanitaires, environnementales, aujourd'hui ne peuvent être supportées que par des énormes exploitations qui sont d'ailleurs de plus en plus comment dire, le fait de groupes. En fait, on veut tuer l'exploitation familiale, locale, en asphyxiant, en étouffant, en étranglant les petits exploitants qui n'ont pas les moyens, qui ne peuvent pas se mettre aux normes. Économiquement, ce n'est plus viable. On va vers un modèle économique qui va vers on va dire le regroupement de super productions agricoles. On veut industrialiser, plus que ça ne l'est encore aujourd'hui, l'agriculture. Voilà, on veut tuer l'agriculture familiale, quoi. C'est cette tradition française.
Et est-ce que vous pensez qu'il serait maladroit de parler de concurrence déloyale dans certains cas? Elle est totalement déloyale. Déjà, en dehors de cet accord, de ce débat, de cet accord de libre-échange entre l'Amérique du Sud et l'Union européenne, il y a déjà eu, notamment précédemment, il y a quelques années, le CETA, donc l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, mais ne serait-ce qu'au sein de l'Union européenne, comme l'industrie, euh, on a une concurrence qui est déloyale. On a tué l'industrie en France. En France, on a quasiment plus d'industrie, à part quelques secteurs. Et l'agriculture, on va dire, qui était le dernier élément productif majeur. Hein. La France est encore une puissance agricole. Je vais vous rappeler juste quelques chiffres pour que vous rendiez compte de ce reste de puissance. On est le premier producteur européen de viande bovine, le premier exportateur mondial de vin et de spiritueux, le premier exportateur mondial de semences agricoles ainsi que de pommes de terre. Voilà. On est le pays qui exporte le plus de patates dans le monde entier. Voilà, le premier producteur européen de céréales, de légumes en conserve, de graines oléagineuses. Je pourrais encore continuer longtemps. Voilà, premier producteur mondial de lin fibre, premier producteur européen d'œufs, premier exportateur mondial de malt pour faire la bière notamment. On a la plus grande diversité de races bovines au monde. C'est pas pour rien que la gastronomie française est considérée comme l'une des meilleures au monde. C'est parce qu'on a des produits exceptionnels qui sont. Et pourquoi on a des produits exceptionnels? Parce que la France est réellement le pays béni de Dieu, dans le sens où on a un climat exceptionnellement favorable à la production agricole. On a l'influence du Gulf Stream, de la Méditerranée, des montagnes, des espaces de plaine, de semi-montagne, de montagne. On a des terroirs aussi, une qualité de la terre exceptionnelle. Déjà au Moyen Âge, par exemple, on disait que la Beauce, donc cette région céréalière entre la Sologne et la région parisienne, était le grenier à blé de l'Europe occidentale, et ça l'est toujours. Bref, nous sommes la première puissance agricole d'Europe et l'une des puissances agricoles mondiales. Et on veut tuer ça aujourd'hui. On veut tuer comment dirais-je, notre dernier outil productif qui est essentiel, puisque en fait, l'autosuffisance alimentaire, ben, on mange tous les jours, donc c'est essentiel que d'avoir une autosuffisance alimentaire. Et donc on veut tuer cette agriculture. Donc déjà au sein de l'Union européenne, quand on a donc, comme pour l'industrie, quand on a des pays qui n'ont pas les mêmes normes, ne serait-ce fiscales, pas les mêmes niveaux de salaire, pas le même niveau de fiscalité, on peut pas du coup, comment dirais-je, ne pas protéger certains produits agricoles qui seraient en concurrence déloyale directe avec d'autres pays. On pense directement et très souvent à l'Espagne qui produit énormément de fruits, par exemple. Bon, ben voilà, 3/4 des fruits en France sont importés maintenant. Et depuis une vingtaine d'années, on a vraiment une agriculture qui régresse en France. On a des importations depuis 20 ans qui augmentent plus que les exportations. Voilà. Aujourd'hui, on a 83 milliards d'euros d'exportations agricoles et 66 milliards d'importations agricoles. Et cette balance commerciale agricole ne cesse de se réduire. On va inexorablement vers une balance commerciale négative, et un pays comme la France, ça serait d'une absurdité totale, et surtout une première dans l'histoire. Une première dans l'histoire, depuis que la France est la France. On a toujours été un exportateur agricole, depuis que la Gaule est romaine même. Les Romains, quand ils avaient envahi la Gaule celtique, ils avaient trouvé des terroirs et une agriculture, un pays extrêmement favorable à l'agriculture. Donc voilà, déjà on a une
une concurrence déloyale au sein même de l'Union européenne. Mais j'ai envie de dire, c'est le principe même de l'Union européenne que de créer ce genre de concurrence déloyale. On ne peut pas faire une union, comment dirais-je, économique et commerciale sans qu'il y ait d'union fiscale, de normes. C'est pas possible. Les niveaux de charges, de salaire, tout ça n'est pas cohérent. Donc, premièrement, on y perd là, et puis ensuite, idéologiquement, on a ce mondialisme, ce libre-échangisme qui n'est, comment dire, qui à l'échelle de l'Union européenne, voilà, on troque actuellement, qui n'est pas pensé à l'échelle de la France, qui est pensé à l'échelle de l'Union européenne, et actuellement, ça nous est défavorable puisque nous n'avons quasiment plus d'industrie. Et en gros, pour vous résumer très grossièrement le Mercosur, l'objet de cet échange, de ce traité, c'est troquer l'agriculture française pour les voitures allemandes, puisque c'est ça. L'Allemagne y est très favorable pour y exporter son industrie qui actuellement est en mal sur la région Asie de l'Est. La Chine importe de moins en moins de produits industriels allemands et elle voit en Amérique du Sud un nouveau marché. Et donc voilà, quand vous importez du bœuf argentin à 3,77 € le kilo, alors que le bœuf français est à 8 ou 9 kilos, et sachant que la qualité du bœuf argentin est quand même bonne, puisque la plupart des races viennent de France. Il y a une immigration française, notamment en Argentine, au XIXe siècle. D'ailleurs, j'ai un de mes ancêtres gascons qui avait immigré en Argentine. J'ai des cousins éloignés là-bas. Petite anecdote. Et donc voilà, c'est assez scélérat. Tout ça. Cette histoire est assez scélérate. Merci beaucoup, Jason, pour votre réponse. D'ailleurs, je pense à quelque chose que Frédéric Cavalli, vous êtes surtout là pour parler de politique ce soir, parce que comme on l'a dit, vous êtes venu de manière improvisée. Et je me pose la question parce que vous venez d'Italie, vous êtes d'origine italienne. Il y a quand même très peu de pays où on mange correctement dans le monde. La France et l'Italie ont la chance d'en faire partie. Est-ce que vous savez, peut-être que vous savez pas, et tant pis, c'est pas grave, mais si vous le savez, la situation des agriculteurs est-elle plus enviable en Italie qu'en France? Vous avez eu vent de ça? Non, alors c'est vrai que il n'y a pas vraiment de. C'est vrai, alors je suis pas d'aussi près hein, l'actualité politique italienne que l'actualité politique française, ce qui est bien normal. Mais je suis quand même d'assez loin et je n'ai pas souvenir de gros mouvements de la paysannerie italienne, que ce soit des révoltes, enfin des saccages ou des manifestations hyper violentes ou bien même des manifestations pacifiques. J'ai juste souvenir, je crois qu'il y a 6-7 ans, il y avait alors je vais traduire mot à mot en français, c'était les fourchus. Alors ça n'a rien à voir avec le nez certaines personnes. C'est parce ils manifestaient avec leurs fourches brandies vers le ciel, pacifiquement hein, toutefois. Et voilà, il y avait un mouvement comme ça qui avait duré peut-être quelques semaines, mais je n'ai pas eu vent de gros mécontentements, mais j'imagine que étant logé à la même enseigne que la France et étant également un pays avec des produits très haut de gamme, j'imagine que il doit subir la concurrence déloyale européenne. Après, c'est vrai que je n'ai pas vraiment de connaissances très approfondies par rapport à l'agriculture italienne. De par ma femme, je sais que la Russie aimerait bien mettre la main sur l'Ukraine parce que l'Ukraine a toujours été donc appelé le grenier de l'Union soviétique, si ce n'est pas le grenier de l'Europe. Donc là, effectivement, la Russie, si elle pouvait mettre la main sur quelques régions ukrainiennes, pourrait voir son agriculture qui a quand même beaucoup souffert ces dernières années des sanctions dues au conflit du Donbass, redorer un peu son blason. À voir. Petit apartheid avec ce que disait Jason, propos auxquels je souscris pleinement hein, dans leur intégralité.
Juste pour faire un petit jeu de mots pour détendre un peu l'atmosphère, il a dit que l'agriculture française était l'agriculture qui avait le plus grand. La France était le pays qui avait le plus grand nombre de races bovines. J'aurais envie de dire, malheureusement, pas que bovines. Mais bon, voilà. Mais voilà, concernant l'agriculture italienne, pas de connaissances très approfondies, mais en tout cas, je pense qu'on les entend moins se plaindre que les agriculteurs français. Et pourtant, croyez-moi, en peuple latin, les Italiens ne sont pas les derniers à se plaindre quand ils sont mécontents. Ils sont un petit peu comme nous en France, à pas mal sortir dans la rue. Merci beaucoup Frédéric. Bah, faudra qu'on se renseigne aussi, mais j'imaginais, parce qu'en France, on a, je l'avais dit, 600 suicidés par an, et ça reste un nombre assez rare, et à mon avis, il faudra regarder pour fact-checker ça. Je pense pas que l'Italie soit dans une situation aussi déplorable, vous auriez sûrement entendu parler. Pour continuer, oui, effectivement, on avait vu qu'il y avait une petite polémique avec la vidéo d'un agriculteur Jason sur Leclerc, qui expliquait que globalement, si Leclerc se permettait de vendre des produits moins chers, c'est parce que il gratte le plus de marge possible sur les agriculteurs. J'aurais aimé vous poser la question, étant donné que nous sommes un système, sans forcément le critiquer, mais qui avons beaucoup d'intermédiaires, puisque nous avons beaucoup de besoins et de services. Vous pensez que les intermédiaires ont peut-être un petit peu tendance à se goinfrer, justement, sur les grossistes et sur les producteurs? Écoutez, oui, ça c'est quand même assez évident. Enfin, vous prenez, je pense pas que la grande distribution soit dans le mal en France actuellement. D'ailleurs, c'est marrant, chaque groupe fait actuellement son petit communiqué sur la crise, sur cette polémique, sur le traité. J'ai vu qu'il y avait Carrefour ce mois-ci qui avait communiqué, qui s'engageait à ne pas vendre de la viande issue du Mercosur. Bon, alors que ceci est bien hypocrite. Carrefour, qui fait partie de la Fédération du commerce et de la distribution française, hein, qui est peut-être c'est le premier groupe en France, et qui donc cette Fédération du commerce et de la distribution française est officiellement un lobby qui a signé cette année un appel à accélérer les conclusions de cet accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Donc, bon, il y a des comment dire, il y a des communications, il y a des, mais en réalité, on le voit, les grands groupes n'auront aucun scrupule à vendre des produits importés beaucoup moins chers si ça peut générer plus de ventes. Et au contraire, ils font même plus de marge, puisque dans tous les cas, les prix seraient moins chers. Donc, oui, malheureusement, le système est fait de telle sorte que les intermédiaires profitent de la situation. C'est ce qu'on appelle en économie une situation d'aubaine. Les agriculteurs exploitants ne sont malheureusement pas organisés pour pouvoir transformer. Enfin, ils transforment très peu leurs produits. Donc, ils n'ont pas non plus un grand accès aux marchés mondiaux, hein, c'est au marché même national. C'est pas leur spécialité que de vendre, que de commercer leur production. Un agriculteur, c'est d'abord un producteur, et donc toute la production est rachetée, on va dire, à vil prix pour être ensuite tomber dans le main du trust agroalimentaire et le revendant cher. Par exemple, quand on sait que le kilo de lentilles vertes, par exemple, bio, coûte 1 euro et est revendu 10 euros. Donc il y a des effets spéculatifs, même après, dans tout ce qui est agriculture biologique, ça aussi on peut en parler. Il y a plusieurs escroqueries, arnaques comme ça, qui sont de fausses bonnes solutions. Alors les agriculteurs pensent pouvoir vendre une production à meilleur prix, mais en réalité, les agroalimentaires font encore plus de marge, voilà. En tout cas sur l'agriculture biologique, qui d'ailleurs on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Demander à un Français, n'importe qui dans la rue, qu'est-ce que c'est que l'agriculture biologique, il va confondre, soit il va vous dire qu'il ne sait pas, soit il va confondre ça avec
quelque chose de naturel, alors qu'en réalité, c'est juste un cahier des charges. Ça se fait, l'agriculture biologique est produite de la même manière que l'agriculture, on va dire, conventionnelle. Et voilà, ça, c'est une pure escroquerie technocratique européenne. Voilà, et donc on fait passer donc l'agriculture biologique comme une solution alternative. Après, qu'est-ce que l'on fait? Oui, l'agrivoltaïsme, ça aussi, autre arnaque et escroquerie écolo-libérale. Donc, de plus en plus d'agriculteurs installent des panneaux, sacrifient des parcelles agricoles pour installer des panneaux photovoltaïques. Et même se font arnaquer puisqu'ils n'ont pas la main mise sur la production, signent des accords avec l'EDF qui les arnaquent sur le mètre linéaire de câble à la location. Donc en fait, voilà, ces dernières années, il s'est développé des solutions alternatives, enfin, présentées comme alternatives par le pouvoir, qui en réalité n'ont rien changé à la situation, même elle empire. Voilà, ça je devais vous le dire quand même. Merci beaucoup, Jason, pour votre réponse. D'ailleurs, je vais vous poser cette question par rapport au FNC, FNSEA, le fameux syndicat qui protège les agriculteurs. En France, contrairement aux États-Unis d'ailleurs, les syndicats sont systématiquement extrêmement politisés. Et en réalité, les syndicats, de manière générale, CGT, etc., ne sont pas vraiment là dans l'intérêt du travailleur, mais sont plus là comme canalisateurs d'idéologie politique. Et je me suis demandé, est-ce que c'est la même chose dans le cas des agriculteurs? Et est-ce que vous diriez que le FNSEA est dans le cadre d'un double jeu? Oui, le FNSEA n'a pas été, comment dire, un grand syndicat portant des revendications réellement pertinentes. Oui, c'est vraiment, c'est comme les syndicats ailleurs. Il y en a qu'un qui, pour moi, trouve un petit peu de grâce à mes yeux, c'est le syndicat Coordination Rurale. C'est le meilleur, on va dire. C'est celui peut-être qui défend, qui est populaire auprès des petits, de la paysannerie, des petits agriculteurs. Voilà, le syndicat qui est souvent accusé, diabolisé par les médias pour être proche du Rassemblement national. Mais qui d'ailleurs, pour faire une petite aparté, parti qui ne défend plus, comment dirais-je, la sortie des traités européens scélérats, puisque c'est d'abord ces traités européens qui ont commencé à asphyxier l'agriculture française. Mais non, j'ai pas vu. Il n'y a pas beaucoup de syndicats agricoles. D'ailleurs, si la plupart des agriculteurs sont, comment dirais-je, sur les routes, contestent, c'est parce que les syndicats n'ont pas. Contrairement à l'industrie, les syndicats agricoles n'ont pas à mener, ce ne sont pas eux qui sont le fruit des contestations. Ce n'est pas la FNSEA qui amène les agriculteurs dans les manifestations, qui les amène à la contestation. Faut vraiment faut que ça se sache. C'est vraiment les agriculteurs d'eux-mêmes qui se rebellent contre ça. Voilà. Merci beaucoup, Jason. Et au final, j'aimerais vous poser cette question. Quelles seraient les solutions, les axes d'amélioration concrets pour améliorer la qualité de l'agriculture en France, aussi bien pour les conditions de vie, bien évidemment, des agriculteurs, que en termes, si vous voulez, en prenant en compte tout le contexte d'aujourd'hui et tous les enjeux actuels? Alors, moi, modestement, c'est pas de moi, c'est connu. On a quand même quelques solutions que l'on connaît. L'État pourrait largement, par exemple, à la source, aider les coopératives et les agriculteurs à se regrouper pour la transformation de leurs produits.
tout le monde serait gagnant, et les producteurs et les consommateurs. Et évidemment, les intermédiaires et la grande distribution seraient les grands perdants. Et ce sont de puissantes forces lobbyistes. Donc, l'État n'a jamais été très volontariste pour aider les agriculteurs et les coopératives à créer leurs propres outils de transformation et de distribution. Dieu sait que ça pourrait grandement aider l'agriculture. Quand on voit la marge la marge des intermédiaires, et quand on voit la détresse économique et financière des agriculteurs. Donc ça, pour moi, ça serait la première solution, vraiment, faire une politique agricole qui réellement ne dissocierait pas la production de le producteur et le distributeur. Je pense qu'aujourd'hui, le producteur doit être transformateur. Voilà. Et éventuellement distributeur, mais au moins transformer ces produits. Voilà, avec des coopératives agricoles, donc un système coopératif, c'est-à-dire sans qu'il y ait de marge externe. Hein. Ce sont les agriculteurs qui sont en quelque sorte les actionnaires de leur propre coopérative, et qui transforment par eux-mêmes tout cela. Ça pourrait être une piste. Ensuite, bien sûr, suspendre les traités européens scélérats, ça c'est la base. Enfin, je veux dire, on doit protéger notre économie tout court, et a fortiori notre agriculture. Donc voilà, pour ça on est dans un système qui de base est biaisé et qui joue contre nous. Et puis ensuite, je pense que si on étiquetait systématiquement par identification l'origine française des produits, ça pourrait également jouer sur quelques consommateurs qui voudraient, par exemple, acheter français. Ça pourrait être une bonne piste. Voilà. Ça pourrait être intéressant. Donc moi, voilà, modestement, ce sont ces trois grandes mesures qu'il faudrait mettre en place pour vraiment permettre aux agriculteurs de vivre de leur production. C'est essentiel. Il faut savoir que, bien sûr, il y a de moins en moins de petits agriculteurs et d'agriculteurs même moyens, mais il y a beaucoup d'exploitations qui ne sont pas reprises aujourd'hui en France. Ce qui fait qu'il y en a par an, je crois que c'est plus de 30 000 hectares de terres agricoles, donc qui ont toujours été cultivées, qui sont fertiles, qui ont été débarrassées des pierres, qui sont vraiment propres à l'agriculture, qui reviennent en friche, voilà, qui deviennent donc des friches, et donc c'est mauvais. Donc faute de repreneurs. Voilà. Merci beaucoup, Jason, pour ces axes d'amélioration mis en avant dans cette émission. Frédéric Avalli aussi, je me posais cette question, parce que je crois savoir que vous avez un enfant. Cet enfant doit probablement, ou va en tout cas un jour manger dans des cantines scolaires. On sait très bien à quel point le monde de l'agriculture et les établissements scolaires sont bien évidemment liés, que les agriculteurs fournissent l'alimentation. À quel point vous pensez, dans notre ère où tout a été industrialisé sur le plan alimentaire et où énormément de choses sont importées, on pensera à l'accord CETA notamment, à quel point vous accordez de l'importance, effectivement, à ce que les Français mangent de la viande, j'allais dire, de la nourriture de qualité, et surtout de la nourriture française? C'est vrai que, vous le disiez tout à l'heure, de par mes origines et ma naissance, j'ai la chance d'appartenir sans aucune discussion possible aux 2 pays au monde où on mange le mieux. Après, le problème, j'ai remarqué malheureusement que contrairement à l'Italie, où il y a encore, on va dire, le repas, surtout le repas du soir, est un véritable, je peux dire un rituel, mais les gens, pour les gens, le repas a vraiment une importance capitale, centrale presque dans la vie des gens. En France, malheureusement, on a tendance, surtout en région parisienne, où on est tout le temps speed, on doit, comme on dit, je déteste d'ailleurs cette expression, manger sur le pouce.
Justement, on a perdu, je parle des jeunes générations, je dirais les moins de 50-60 ans, donc c'est plus si jeune que ça commence à devenir alarmant, mais ont perdu justement le goût de cuisiner, de manger des bons produits. Après, il y a tous les lobbies véganes, végétariens, je ne sais quoi encore, qui essayent de faire culpabiliser les gens de manger de la viande. Pourtant, Dieu sait que s'il y a quelqu'un qui est un défenseur de la cause animale, c'est bien moi. Mais voilà, enfin, manger de la viande fait partie de l'ADN de l'être humain. Et je pense qu'effectivement, nous avons, de par nos coutumes culinaires, mais du coup également par nos produits d'excellente qualité, la chance justement de proposer ces produits de très bonne qualité à nos concitoyens. Et je pense que ce serait sot de ne pas en profiter. Malheureusement, et il faut voir aussi le coût euh, que finalement les revendeurs se mettent dans la poche, parce que le pauvre agriculteur ne se fait pas beaucoup de marge par rapport au bétail qu'il vend. Mais c'est vrai que il faut comprendre d'un autre côté. Je veux pas que les Français culpabilisent de ne pas manger assez de viande, parce que c'est vrai que manger de la viande tous les jours, comme le faisaient par exemple mes grands-parents en France, eh bien, ce n'est malheureusement aujourd'hui plus à la portée de toutes les bourses. Mais les responsables de cela, ce ne sont certainement pas les malheureux agriculteurs, mais plutôt les revendeurs, les distributeurs qui se font les marges les plus grosses. Après, c'est vrai que depuis que le monde est monde, ça a toujours été les commerçants qui ont fait toujours les plus grosses marges, les plus gros profits, les plus gros bénéfices. Mais là, il y a une disparité, un décalage entre entre le prix, auquel l'agriculteur va vendre son animal et celui auquel le Français moyen va acheter son beefsteak, même en grande surface, qui est déjà, sans injurier personne, moins bon que dans une boucherie de quartier. Eh bien, faudrait peut-être revoir aussi la politique de prix des intermédiaires. Merci beaucoup Frédéric pour votre réponse. Écoutez, moi, on a abordé plusieurs choses. On a abordé des axes d'amélioration, on a abordé le syndicat des agriculteurs, on a abordé la situation actuelle, le rapport entre l'agriculture et la France, et bien évidemment les nécessités de s'en occuper. Donc, je l'ai terminé personnellement de parler de ce thème. Cependant, comme vous le savez, chaque semaine, on parle d'actualité politique. Et l'actualité politique du moment est assez riche, malgré tout, quand même. Elle est assez riche. On va parler brièvement, évidemment, de la France, on va parler brièvement des États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à dire là-dessus. Tout d'abord, j'aurais aimé vous parler du budget. Vous savez que le budget 2025 fait débat en ce moment. Et justement, Thomas Joly a fait un communiqué de presse il y a à peine 4 heures de cela, et je vais vous le lire. Thomas Joly nous dit donc: sauf surprise, Michel Barnier va soumettre au vote des parlementaires, via la procédure prévue à l'article 49.3, un budget qui matraquera fiscalement encore plus les actifs et les entreprises afin de maintenir sous perfusion un État obèse, des collectivités locales irresponsables, ainsi que l'assistanat des immigrés et des cas sociaux. La comédie a assez duré. Le RN doit prendre ses responsabilités et, en votant une motion de censure, exécuter ce gouvernement qui n'a rien compris. N'essaye même pas de réduire la dette faramineuse accumulée par ses prédécesseurs, mais souhaite seulement poursuivre la désastreuse suicidaire politique macroniste. Si une crise institutionnelle pouvait abattre cette 5e République qui n'en finit plus de crever, et ou inciter le locataire malfaisant de l'Élysée à démissionner, les Français ne s'en porteraient pas plus mal. Et oui, c'est aussi l'actualité du moment. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de regarder ce fameux budget. On en avait parlé, je crois, d'ailleurs, brièvement la semaine dernière dans mon émission. On avait parlé des prévisions qui feraient probablement sur le budget. Certaines des choses que nous avons dites se sont réalisées. Vous, peut-être, Jason, j'imagine que vous attendez rien. Oui, parce qu'il y avait eu cette histoire de Michel Barnier qui peut-être serait de droite un peu comme nous. Vous n'avez pas eu grand espoir en notre nouveau Premier ministre. Non, non, non. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter, nous parlions à l'instant de l'Amérique du Sud, je veux dire, c'est vraiment une question de volonté politique. Michel Barnier applique
l'agenda et les directives, enfin, c'est la pure continuité. Il n'y a rien fondamentalement qui change dans ce budget. Pas grand-chose, du moins, si ce n'est, comme l'a dit notre président Thomas Joly, une augmentation de la fiscalité. Enfin, il faut savoir que la question budgétaire en Argentine a été réglée en 6 mois par leur nouveau président Javier Milei. En 6 mois, on est passé d'une gestion calamiteuse à un rigorisme budgétaire impeccable, à un excédent budgétaire parfait, un assainissement des comptes. Alors ça a été radical, hein. Et le pire, c'est que les Argentins, ou le mieux, c'est que les Argentins approuvent. Javier Milei est très populaire là-bas. C'est comme si un peuple alcoolique, si vous voulez, à l'assistanat, doit se sevrer radicalement. Il sait qu'il souffre au début, mais c'est que c'est pour son bien. Comme voilà, je prends un petit peu cette métaphore, mais c'est un petit peu ça. D'ailleurs, maintenant, à partir, je crois que depuis 2-3 mois, le taux de pauvreté diminue à nouveau en Argentine. Donc, c'est gagné. Les perspectives de croissance sont de 4 ou 5% l'année prochaine, selon le FMI. Donc, voilà, on connaît la solution. Et en 6 mois, ça peut être réglé. Ce qui a été fait en Argentine et qui part de bien plus loin peut se faire tout à fait en France. Bien entendu, cela requiert un petit peu de courage politique. Et Barnier, après, j'ai un peu pitié de lui parce que il a été mis là, il a aucune majorité. Voilà. Il bénéficie il faut noter qu'il bénéficie de la bienveillance du Rassemblement national. Je serais très curieux de voir si le RN votera ou pas une motion de censure. Ça serait intéressant. Parce que si le RN cautionne ce nouveau budget, je pense que ce serait un gros discrédit supplémentaire à son égard. Après, effectivement, peut-être que je vais dire quelque chose que je vais regretter plus tard, mais j'ai l'impression qu'il y a une partie significative de l'électorat de Marine Le Pen qui fait partie de cette catégorie de la population qui profite de l'assistanat. Ah oui, c'est peut-être, c'est vrai. C'est possible. Mais il faut quand même le dire. C'est possible. Et oui, ils n'ont pas envie d'être sevrés. Le résultat, les conséquences, elles seront simples. En fait, ce qui s'est passé en Argentine va se passer en France. Si nous continuons dans cette direction, gavés d'assistanat, d'arrosage, on a une dette qui est actuellement insoutenable, qui a plus de 3 000 milliards d'euros. Je crois que ça fait par Français plusieurs dizaines de milliers. Je veux dire que chaque Français qui naît, je crois que c'est 60 000 ou 70 000 euros de dette par tête. Donc, c'est invraisemblable. Et encore, je ne parle que de la dette de l'État central. On ne parle pas des dettes des administrations connexes, à savoir la dette de la sécurité sociale, la dette des collectivités territoriales, etc. Donc, on va vers je ne sais pas moi, vers une situation où si jamais il n'y a plus d'argent réellement dans les caisses, ça va faire drôle à tous les assistés, puisque l'argent, on n'a pas la maîtrise monétaire en plus, puisque c'est à l'Union européenne, c'est la Banque centrale européenne. Avant, on pouvait tricher. Dans les années 70, 80, 90, bien de gouvernements, sous Mitterrand, Giscard, et même un peu Chirac au début, tricher en dévaluant le franc. Donc on pouvait un petit peu tricher. Les États-Unis, par exemple, qui sont très endettés, font marcher un petit peu leur planche à billets. Ça permet de faire fondre la dette et de tricher un petit peu budgétairement. En France, on peut pas. On n'a pas la maîtrise de l'euro. Donc c'est terrible. On va vers une situation à l'Argentine, vers une faillite totale financière et budgétaire du pays. Et là, on sera obligé d'appliquer les bonnes mesures. Voilà. Tout à fait. Peut-être que Frédéric Cavalli, vous vouliez réagir, peut-être. Oui, alors concernant le budget, alors petit aparté Alexandre, vous avez dit Michel Bernier. Alors attention, rien à voir avec la fille du professeur Choron. Là, sur ce coup-là, votre fourche à Languet
peut-être parce qu'on parlait justement des fourches de nos amis paysans, ou alors aussi vous avez dit le mot obèse aussi, c'est peut-être ça qui vous a induit d'erreur. Voilà, on parlait bien de Michel Barnier, mais ça m'a rappelé voilà, Michel Bernier, que les plus anciens connaîtront comme la fille du pamphlétaire professeur Choron, hein, qui a lancé le tristement célèbre Harakiri, l'ancêtre de Charlie Hebdo. Non, alors moi, concernant le budget, effectivement, je rejoins ce qu'a dit Jason. J'ai pas vraiment de grosses surprises pour moi. Par contre, quand on parle du budget, moi, j'ai toujours un truc en tête que j'entendais de la part du Parti communiste, entre guillemets, français. Depuis les années 80, c'était toujours moins de chars, plus de classes ou je ne sais quoi. Enfin, en gros, le credo des communistes, leur leitmotiv sur le budget depuis la nuit des temps. Alors peut-être que c'est aussi pour désarmer l'armée française lorsque le bloc de l'Est soviétique était menaçant. Eh bien, ils ont toujours dit que voilà, la priorité au niveau budget, ça devait être l'école, l'éducation nationale. Et en fait, je me dis que vu la nullité de l'enseignement français depuis au moins justement 35 ans, et ça ne va pas en s'améliorant, puisque ces enseignants sont rien de moins que des commissaires politiques, à part peut-être quelques exceptions. Mais finalement, je me dis que quand on voit ce à quoi les profs sont bons, c'est-à-dire à pas grand-chose, dans leur majorité, hein, pas dans la totalité, je me dis finalement, je préfère encore financer la défense nationale que l'éducation nationale. Voilà, de toute façon, aujourd'hui, le Parti communiste est un parti qui a plus d'élus que d'électeurs, donc on ne va pas vraiment, ils n'ont plus vraiment trop leur mot à dire, encore que ils ont failli avoir, vous vous rendez compte, en 2024, la France a failli avoir un président de l'Assemblée nationale communiste, hein, rien que ça. C'est quand même assez extraordinaire. Et concernant, comme vous avez parlé également de la stratégie du Rassemblement national, le Rassemblement national, je pense que, alors le problème, c'est qu'ils en font trop, hein, à mon sens, au niveau des dédiabolisation. Mais sur ce coup-là, c'est peut-être pas bête. En gros, ils essayent, dans le cas pas improbable où il y aurait un duel au second tour de la présidentielle entre un Mélenchon et Marine ou un Mélenchoniste et un Mariniste. En gros, ils essayent par dichotomie à l'extrême gauche, qui parasite tout, arrive à l'Assemblée nationale en tongs, en refusant de serrer la main aux gens, en éructant chaque fois qu'ils sont pas d'accord. Eux, ils essayent de donner une image de respectabilité. Et LFI, enfin NUPES, ou je sais plus trop, le LFP, je crois, NFP, essaye vraiment de parasiter n'importe quelle décision du gouvernement. Le fait de se la jouer, nous non, nous on joue le jeu démocratique, nous non, on ne sanctionne personne sur a priori, nous on est prêt à travailler avec tout le monde. Cette stratégie par rapport aux Français moyens qui finalement n'est pas aussi fin analyste que nous, peut-être que ça peut payer. Là, je parle dans le cas de figure d'un duel face à un candidat d'extrême gauche au second tour. Face à un candidat macronien, je pense que de toute façon, il y aura le rouleau compresseur médiatique qui écrasera encore toute velléité de dédiabolisation de la part du Rassemblement national. Donc, je pense que ce sera peine perdue. On l'a encore vu lors des dernières élections législatives suite à leur cuisante désillusion. Et concernant Michel Barnier, qui n'est pas le perdreau de l'année, hein, c'est quand même quasiment un sénateur, dans le sens ancien du terme, je pense qu'à la limite, il a eu raison d'accepter le poste. C'est quelqu'un qui a l'avenir face à lui chaque fois qu'il fait demi-tour. Donc ce sont vraiment ces dernières années de gloire qu'il est en train de vivre. Je pense que voilà, il pourra dire à ses petits-enfants ou ses arrière-petits-enfants, vous savez, j'ai été Premier ministre un jour. Voilà, je pense qu'on s'en souviendra malheureusement pour lui comme d'une potiche. Après, je préfère une potiche de la droite molle, de la droite, plutôt qu'une potiche d'extrême gauche avec aux mœurs sexuelles douteuses,
comme l'espèce de choses là qu'ils avaient voulu proposer au mois de juillet, casse-tête ou un nom comme ça. Vous voyez, moi aussi, Alexandre, je fais parfois des lapsus, je me souviens plus vraiment de son nom exact, enfin, je l'appelle casse-tête. Mais en tous les cas, je pense que pour nous, c'est un moindre mal que ce soit Barnier. Voilà, après, je pense que il a très peu de pouvoir et une marge de manœuvre qui est vraiment réduite à une peau de chagrin. Mais je pense que la stratégie RN de se la jouer, non, non, nous, on est cool avec tout le monde, on ne jugera les gens que par rapport à leurs actes. Voilà, ça va avec leur stratégie de dédiabolisation, mais cette fois-ci, elle n'est pas si maladroite que ça. En tous les cas, je trouve que c'est nettement moins maladroit que d'oser évincer un candidat qui a osé prendre la défense de Jean-Marie Le Pen, le fondateur du parti. Tout à fait. Merci beaucoup, Frédéric. Oui, concernant Michel Bernier. Alors, j'avais senti que j'avais prononcé le A un peu à l'anglais, je sais pas trop pourquoi. Bah, à mon avis, c'est à conscience, parce qu'effectivement, je connais Michel Bernier, l'humoriste que j'ai connu grâce à l'émission On ne demande qu'à en rire. Mais je sais pas qu'elle avait un lien familial, on va dire, avec Charlie Hebdo. Ça, j'étais pas au courant. Donc, vous m'apprenez des choses. Quelle culture, n'est-ce pas? Ah, c'est ancien, on peut en apprendre aussi parfois. Oui, ça peut arriver, effectivement. Et inversement, d'ailleurs. Réciproquement, je veux dire. Tout à fait, Euh, comme les miniatures. voilà. Et non pas les vignettes ou les affiches. Euh, Cessons les private jokes, les blagues privées, et continuons sur l'actualité politique. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec Joe Biden, peut-être qu'il sent que dans 2 mois, il n'aura plus le pouvoir, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il souhaite amorcer peut-être même une troisième guerre mondiale, soyons fous, j'aime pas employer ce terme parce que ça fait très terme de médias qui essayent de chercher le putaclic, le putabuzz, mais en réalité, qu'est-ce qu'il nous fait il vend des missiles américains à l'Ukraine pour tirer sur la Russie. Il accepte l'idée qu'il y ait des usines en Pologne d'entretien d'armement contre les Russes. Donc là, on implique directement la Pologne encore plus qu'avant sur le conflit. Bref, peut-être que Jason, vous avez peut-être une opinion sur Joe Biden et sur la victoire récente de Donald Trump à laquelle qui est tellement récente que je suis encore heureux de cette victoire personnellement. J'ai hâte qu'il soit enfin effectif en prenant le pouvoir. Je crois que c'est le 20 janvier, de mémoire, si je dis pas de bêtises, vu qu'il s'est différé Oui, entre oui, le oui. moment où il est élu et le moment où il a le pouvoir. Oui, Alors, c'est en janvier, ouais. je vous laisse la Oui, oui. parole, Jason. Bah justement, Jason, je vais vous dire qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de Joe Biden qui essaie d'amorcer une troisième guerre mondiale pour s'aborder Trump. Ouais, je pense, bon, Biden, il est à l'EHPAD maintenant. Biden, il a été débranché, oui, comme un aspirateur. Je me souviens que c'était l'expression qui avait été employée lors de la dernière émission sur Trump, là, juste avant les élections. Je ne sais plus si c'était Maxime Morlon ou notre autre camarade expatrié aux États-Unis qui avait dit Biden, il a été débranché comme un aspirateur. Donc, c'est exactement ça. Non, je pense pas que. Écoutez, c'est l'état profond qui éructe là, qui veut vraiment, je pense, ne digère pas du tout sa défaite. Son plan est contrecarré et essaye par tous les moyens, en s'agitant, en se roulant par terre, d'envenimer les choses. Je pense pas que Poutine est loin d'être bête. Hein. Je ne pense pas qu'il va déclencher le feu nucléaire. Il sait qu'il a juste à attendre le mois de janvier. On sait que les troupes russes, chaque jour que Dieu fait, avancent. Avancent plutôt bien. Tous les spécialistes nous disent que l'Ukraine est à court d'hommes et que d'ici quelques semaines, quelques mois au maximum, ça pourrait devenir très problématique et que les réserves d'hommes de l'armée ukrainienne sont très maigres, elles sont quasiment épuisées. Donc, bon, je ne crois pas ni à la guerre mondiale, ni à cette décision de Biden. Biden, enfin, je veux dire, c'est vraiment vous savez, le résident de l'EHPAD à qui on essuie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est lamentable et c'est ridicule, voilà. Donc bon, c'est l'agitation et attendons avec impatience l'arrivée de Trump.
Merci beaucoup, Jason, pour votre réponse. Actualité suivante. Puisqu'on parle de Trump, autant y aller jusqu'au bout. Elon Musk annonce qu'il va faire le ménage dans l'administration fédérale aux États-Unis. D'ailleurs, Thomas Joly a communiqué sur ce sujet. Et oui, Elon Musk trouvait qu'il y avait un peu trop de bureaucratie à son sens et il voulait faire le ménage. Frédéric Avelli, vu que vous habitez à Paris, la capitale de la France, est-ce que vous diriez effectivement que nous, notre système est peut-être un peu trop bureaucratique et qu'il aurait bien besoin d'un Elon Musk pour faire le ménage? Alors, c'est vrai que la bureaucratie en France, c'est quelque chose euh, pour tout un tas de trucs. L'Italie, c'est pareil. La Russie, c'est encore pire, je crois, le bon vieux système soviétique. Et j'ai entendu parler qu'au contraire, les États-Unis, il y a vraiment une facilité administrative vraiment formidable, hein, notamment pour quelqu'un qui souhaite ouvrir son entreprise, créer son entreprise. Et en France, c'est vrai que vous êtes ponctionné par les documents administratifs, mais pas seulement les documents officiels, hein. L'autre jour, j'ai eu un dégât des eaux à domicile et j'ai dû faire un truc en 3 exemplaires. Enfin, j'ai l'impression que j'en verrai jamais le bout, hein. Voilà, enfin, la France aime la paperasse et il faudrait effectivement alléger tout cela. Parce que c'est terriblement chronophage, en fait. Euh, Lorsque vous êtes chef d'entreprise, salarié ou même un particulier qui rentre chez lui après une journée de travail, vous devez vous taper 50 000 trucs de paperasse à faire, eh bien, c'est totalement chronophage et ça ôte de l'énergie que vous pourriez employer à faire d'autres tâches. Voilà, ça c'est un des cancers de la France, ce surplus de paperasse dans laquelle nous sommes écrasés et ça ne va pas en s'arrangeant ces dernières années. Concernant, je voulais juste dire un petit mot si vous me permettez, par rapport à Donald Trump, enfin surtout Joe Biden, effectivement, moi j'ai toujours espéré qu'avec la victoire de Donald Trump, eh bien, il sifflerait la fin de la récréation et tous les pays vassaux de l'OTAN, notamment ceux de l'Union européenne, regagneraient leur pays et arrêteraient de financer les caprices de Zelensky, eh bien, effectivement, j'ai l'impression que c'est ce qui va se produire. La crainte que j'avais dans une conversation de bistrot qui malheureusement s'est avérée réelle, c'est que justement, alors sans comparer à Hitler et sa politique de la terre brûlée lors de ces derniers mois, alors qu'il avait compris qu'il allait perdre la guerre, mais j'ai l'impression que Biden, c'est comme s'il voulait tout foutre en l'air. Il voulait dire non, 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 il faut pas qu'il y ait la paix en Ukraine, il faut que cette guerre continue. Du coup, bah, je vais m'amuser à lancer 2 ou 3 missiles pour que, après moi, le déluge, ou du moins que cette guerre perdure. Et alors, quand je parle de Biden, évidemment, je parle pas forcément de la marionnette Biden, mais de ceux qui, qui l'agitent, qui la font gigoter, que ce soit Kamala Harris ou peut-être d'autres gens dont on ne connaît même pas le visage. Mais ce qui me fait peur dans l'histoire, c'est qu'il reste à peu près 1 mois et demi avant l'arrivée officielle effective de Trump en tant que président. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que Biden, l'OTAN et l'Union européenne aillent tellement loin dans les provocations pour faire plaisir à Zelensky dans cette guerre que Poutine soit obligé de montrer les muscles ou les dents, comme vous voudrez, et finalement tombe dans le panneau. Au bout d'un moment, il ne va pas se faire canarder non plus sans réagir, parce qu'il a quand même 150 millions de Russes derrière, ultra patriotiques. Hein, ça n'a rien à voir avec les Occidentaux. Hein. Les Russes, ils sont très très fiers de leur pays et ils sont quand même plutôt belliqueux. Et donc, il serait quand même obligé, il ne pourrait pas se permettre d'attendre 1 mois et demi l'arrivée de son allié objectif Donald Trump. Et s'il y avait une escalade provoquée, enfin, en tout cas, si la Russie surrenchérissait dans l'escalade de la violence, Trump, une fois qu'il serait en poste, bah, il serait obligé à son tour de montrer les muscles et de riposter face à Poutine. Il ne pourrait pas se permettre de dire non, non, mais Vladimir, tout ce que vous avez fait contre notre armée,
Je comprends, c'était de la faute des démocrates, vous avez été provoqués, excusez-nous, on rentre chez nous. Non, là, il serait quand même obligé, ne serait-ce que par amour-propre et pour montrer que les États-Unis sont la superpuissance numéro un, il serait obligé à son tour de riposter. Du coup, ça ne désamorcerait pas du tout l'escalade, bien au contraire. Et dernière chose, pourtant Dieu sait que je ne suis pas un fan de Vladimir Poutine, contrairement à la majorité de nos camarades cadres, mais on peut dire qu'on a quand même de la chance que ce soit lui à la tête de la Russie, parce que derrière lui, il y a toute une clique d'ultranationalistes, voire même de communistes nostalgiques de la puissance de l'Empire soviétique, qui seraient prêts qui poussent derrière lui, vas-y Vladimir, explose-les, montre-leur qui on est, montre-leur ce qu'est la Russie, à ces occidentaux, à ces maudits occidentaux décadents. Et donc, on a, malgré le fait que Poutine, à mon avis, ait commis une faute tout autant tactique que juridique en envahissant l'Ukraine, eh bien, on a de la chance de l'avoir lui et non pas des excités qui sont derrière lui, prêts à prendre sa place, parce que là, ça pourrait très vite dégénérer en conflit mondial. Hein. En plus, il y a des puissances parallèles comme la Chine, l'Iran. Donc voilà, il faut être très prudent. J'espère que Poutine va réussir à garder son sang-froid, que les démocrates vont pas aller trop loin. Ensuite, je pense que Donald Trump sifflera la fin de la récréation. Ça me fait beaucoup de peine pour le peuple ukrainien, le gouvernement un peu moins, mais pour l'intérêt de la France, il faut vraiment que cette guerre s'arrête parce qu'on n'en peut plus de subir les conséquences de cette guerre finalement dans laquelle la France n'a rien à faire. Merci beaucoup Frédéric pour votre réponse. Autre actualité un peu plus triste, un peu énervante, vous savez la tragédie de Thomas qui a été tué à Crépol. Elle fête entre guillemets ses 1 an, malheureusement. Et pour cette célébration, le club de rugby de Thomas a décidé de lui rendre hommage en invitant les racailles du quartier des gars qui l'ont tué, où ils ont dit il faut planter les blancs. Donc ça me paraît extrêmement maladroit d'inviter gratuitement à pratiquer le sport du rugby dans le club de Thomas des jeunes du même quartier des personnes qui l'ont tué. Mais voilà, c'est ce qu'a fait le club de rugby. Pourtant, moi, dans ma tête, peut-être que je peux me tromper, mais dans ma tête, le rugby, c'était quand même quelque chose d'assez assez droit, assez conservateur. Ça m'étonne qu'un club se permette de faire ça. Jason, vous, qui êtes originaire d'Occitanie, vous devez connaître un peu le monde du rugby, non? Oui, bien sûr. Ben, on est baigné dans le rugby depuis notre tendre enfance. D'ailleurs, je suis un de ceux dans ma famille qui n'ont pas fait de rugby. J'ai fait d'autres sports de main, comme du handball, mais mais néanmoins, je baigne dans le rugby. C'est un sport très noble que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup suivre. D'ailleurs, je ne suis pas le football, moi je suis rugby. Alors, je ne connaissais, je savais pas cette information-là à Crépol. Mais ce que tu me dis, Alexandre, ne m'étonne guère, car la Fédération française de rugby a été justement parce que, tel que tu l'as si bien décrit, le milieu du rugby, voilà, c'est un monde issu vraiment du terroir, un monde, voilà, même, oui, conservateur, assez préservé, qui porte encore des valeurs respectables, voilà, dont la population est, on va dire, plutôt authentiquement française dans sa globalité. Justement, pour toutes ces raisons-là, la Fédération française de rugby a été, pour ainsi dire, noyautée, attaquée par les instances gouvernementales. Et on essaye d'y faire une propagande maintenant au sein du monde du rugby. Et j'ai appris que cette année, à partir de cette saison-là, depuis le mois de septembre, tout match de rugby peut être arrêté par l'arbitre si jamais dans les gradins, il entendrait des insultes entre guillemets racistes. Voilà, donc même la propagande woke antiraciste s'est immiscée dans le monde du rugby. Antoine Dupont, par exemple, qu'on a payé, qu'on a
qui en a fait peut-être des pressions, je ne sais pas, qui ne cesse de nous parler de l'homosexualité, par exemple, en la promouvant, bien entendu, et cela est surmédiatisé. Donc voilà, on essaye la déconstruction qui n'avait pas encore réussi à attaquer le rugby maintenant, et l'attaque de plein fouet. Et ça me désole que un petit club amateur qui ait vécu cette tragédie euh, ait pris cette mesure absolument incompréhensible. Ça me désole tout autant. Je sais pas, peut-être qu'ils ont été. J'espère qu'ils n'ont pas fait ça de leur plein gré, que la fédération, que les instances nationales leur ont forcé la main, parce que sinon, ça serait vraiment grave. Enfin, je veux dire, ça m'étonnerait fort que ça soit les villageois et les camarades d'équipe du jeune Thomas qui ont proposé cette activité complètement absurde. Moi, je pense que c'est une décision qui a été purement politique. Ils n'ont pas eu le choix, probablement. Peut-être qu'on en saura un peu plus dans les jours qui suivent. Mais voilà, en tout cas, cette information ne m'étonne pas au vu des dernières actualités que moi je sais sur la politique idéologique qu'on impose à la Fédération française de rugby. Merci beaucoup, Jason, pour votre expertise quelque part sur le monde du rugby. Et bien oui, Frédéric Cavalli, vous êtes passionné de sport, vous devez vous y connaître en rugby, non? Un petit peu? Pas plus que ça, pas plus que ça. Par contre, je salue la victoire, la prestation de l'équipe de France contre les All Blacks il y a une dizaine de jours et j'ai vu beaucoup de choses circuler sur le patriotisme des joueurs français et du public français, notamment en chantant la Marseillaise, qui était quand même quelque chose de très émouvant, alors que dans le tristement célèbre match France-Italie de football, les 11 français du coup, non, excusez-moi, moi, de mon côté, je vous entends. Je l'entends comment, Frédéric? Je sais pas. Ça va là? Non, non. Moi, tu m'entends, Frédéric? Ça marche mieux. De ma... Je vous entends, Alex. Non. Ah, c'est mon problème. Je reviens. Je sais pas dire. On essaie. Je suis là. Toujours. Il devra je ne vous entends plus. Et si j'essaye de bouger, je sais pas, on va voir. Excusez-moi, mon Wi-Fi avait coupé, en fait. Ah, et donc du coup, ça va maintenant, Alexandre, ou pas? Là, oui, ça va. Je suis désolé pour ce petit. Vraiment, c'est l'émission de la galère, Non. Jason. Je suis désolé, toutes les émissions sont pas comme ça. En fait, je sais pas du coup où est-ce que j'avais été coupé ou si je dois recommencer, mais non, je disais que je suis pas connaisseur de rugby plus que ça, mais j'ai entendu parler de l'engouement avec lequel les joueurs français ont chanté la Marseillaise à tue-tête. C'était très émouvant et ça n'avait rien à voir avec les joueurs de l'équipe de France, entre guillemets, de football, lors du tristement célèbre France-Italie, où ils ressemblaient plutôt à des ventriloques lorsqu'ils chantaient la Marseillaise. Moi, ce que je voulais dire par rapport à cette propagande de ramollissement de la population française de souche en général et des rugbymen français en particulier, dont parlait avec beaucoup de justesse Jason, c'est que chaque fois qu'il y a un attentat ou quelque chose de ce genre, je vais même pas dire si vous avez bien regardé, parce que c'est tellement évident, ils mettent tellement l'accent dessus, c'est qu'à chaque fois, il y a une sorte de rassemblement avec des bougies, des peluches, des fleurs. Alors du coup, comme ça fait au moins des corporations qui s'en mettent plein les fouilles. Je sais pas si ça existe, les boutiques de bougies. Alors je dis pas ça pour me moquer des malheureuses victimes, parce que les gens qui le font vraiment en toute bonne foi avec un maximum de respect et d'empathie envers les victimes. Mais cette propagande de vouloir se rassembler, se recueillir avec des fleurs et des bougies, en fait, ce n'est pas anodin. C'est pour anesthésier la velléité d'en découdre des Français de souche
qui, normalement, si le gouvernement était un gouvernement sain, un gouvernement patriote digne de ce nom, eh bien, il organiserait des manifestations spontanées où les gens sortiraient dans la rue et écriraient des slogans, si ce n'est pas islamophobe, n'exagérons rien, mais en tous les cas, très fortement hostile à l'expansion islamique en France. Eh bien non, ils préfèrent castrer les gens et les faire défiler avec des fleurs et des bougies plutôt que de leur dire bah, sortez, montrez qui sont les vrais patriotes français à ces terroristes. Eh bien là, dans l'équipe de rugby, c'est pareil. Au lieu de réclamer vengeance et justice pour Thomas, eh bien, ils vont vouloir plutôt neutraliser les velléités bellicistes des joueurs de rugby. Et c'est d'autant plus grave que maintenant, quand on regarde, c'est vrai que je ne sais pas trop comment ça se passe dans les cours de récréation, enfin du moins dans les lycées ou les collèges. Je parle pas des racailles, mais je parle voilà, des Français un petit peu à forte testostérone qui aiment bien un petit peu se tester à la bagarre. Je sais pas trop comment ça se passe, mais je pense qu'aujourd'hui, le français moyen a été tellement dévirilisé avec la propagande gauchiste et notamment féministe, qu'il n'y a plus vraiment de gens qui seraient capables de répondre physiquement à des agressions par une horde de racailles. Et pour moi, les rugbymen sont... il y a aussi les militaires, évidemment, les policiers, encore que, les hooligans de football, même s'ils sont persécutés aussi. Attention, je ne fais pas l'apologie de l'hooliganisme, mais les joueurs de rugby, bah, ce sont plutôt des Français de souche, hyper macho, super balèze, sportif et castagneur, pas du tout racaille ni agresseur, mais castagneur, quoi. Et en fait, maintenant, on essaye de cibler ces gens-là qui auraient justement tendance à vouloir se défendre et à partir au quart de tour si des racailles les provoquaient. Eh bien, du coup, on va faire une propagande antiraciste auprès de ces gens-là pour les castrer eux aussi, comme on a castré toutes les strates de la France blanche depuis des décennies. Merci beaucoup. Ah bah allez-y, Jason. C'est exactement ça. J'appuie vraiment les propos de Frédéric. Le monde du rugby est l'un des rares, était encore, on va dire, et encore, peut-être encore, un monde, on va dire, d'hommes blancs encore virils. Et je pense que l'affaire qui s'est passée à Crépol, il y a allez, 15, il y aurait 15-20 ans, je pense qu'il y aurait eu réellement des représailles à Romans-sur-Isère, voilà, des représailles que les médias auraient pu t'appeler dans le temps des ratonnades. Voilà, et en fait, voilà, aujourd'hui, toute entreprise de l'État, c'est justement, ouais, comme l'a très bien dit Frédéric, de castrer un des rares mondes restés encore intact et sain en France. C'est un rouleau compresseur implacable, castrer voilà, la moindre virilité chez les Blancs, on essaye de les masculer voilà, partout, tout azimut. C'est un petit peu ça, ouais. Alors justement, par rapport tu parlais des représailles, de l'absence de représailles effectuées à l'encontre des assassins de Thomas. En fait, on avait fait il y a quasiment un an, jour pour jour, une excellente émission à laquelle j'avais eu la chance d'être invité avec notre camarade Victor de Normandie par Alexandre, qu'on avait appelé Vermines-sur-Isère, en clin d'œil à Romans-sur-Isère. Et si tu te souviens bien, Jason, en fait, il y avait plusieurs, alors, pas forcément les plus malins ou les plus discrets, mais groupuscules nationalistes qui étaient allés justement en toute bonne foi essayer c'est même pas ratonner, c'est tout simplement de faire les justiciers et de venger le malheureux Thomas. Et ces braves gens, eh bien, avaient été accueillis à coups de gaz lacrymo, de matraque, par les farces de l'ordre à l'époque de Darmanin déjà, qui avait finalement pris. Alors,
pas les policiers en eux-mêmes, mais finalement ils étaient devenus les alliés objectifs des racailles. En fait, concrètement, ils avaient protégé les racailles de la vindicte des méchants néo-nazis blancs. Voilà, Oui, donc tout ça à veut fait. dire, Jason, que malheureusement, c'est pas pour culpabiliser le Français moyen de ne pas aller se faire justice lui-même. Hein. Le but n'est pas d'appeler à la justice expéditive, mais c'est vrai qu'il y a tellement de répression maintenant pour les gens comme nous que il y a évidemment beaucoup moins de mobilisation que l'ultra-gauche qui, elle, finalement, agit toujours au final, en toute impunité, hein, parce que quand on voit les sanctions adoptées contre les casseurs, même s'ils balancent des cocktails Molotov dans les voitures de police occupées, eh bien finalement, on voit que ça ne les dissuade pas de faire ce genre d'action coup de poing, alors que nous, quand on voit que pour un cas de légitime défense avéré en plus, eh bien, celui qui a tué Clément Merdic purge 15 ans de prison, eh bien, ça a calmé toute une partie de la population qui aurait aimé descendre dans la rue et pas faire des ratonnades, mais tout simplement montrer à ces racailles qui nous pourrissent la vie qui sont là. Bien sûr, évidemment. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, c'était la BAC qui avait, on va dire, un petit peu aidé ces braves manifestants en leur indiquant où étaient positionnés les CRS. Là, donc la BAC, je précise, un des derniers corps de la police préservés, qui gendarme à longueur de journée les halogènes, et que nos amis les gauchistes veulent dissoudre. Voilà, c'était juste pour compléter. Évidemment. Merci à vous deux. C'était très, comment je peux dire, c'était très intéressant. 2 actualités encore. La première, on va parler de Marine Le Pen à la fin, parce que bien évidemment c'est l'actualité qui fait le plus de bruit en ce moment dans la sphère politique. C'est que au Canada, alors pour faire référence avec un de nos collaborateurs, Alexandre Cormier-Denis, Trudeau, le Premier ministre qui est pourtant un sale gauchiste, veut faire baisser l'immigration. Un pays comme le Canada qui veut faire baisser l'immigration. Est-ce que peut-être que les pays anglo-saxons, aussi gauchistes soient-ils, aussi woke soient-ils, reconnaissent que l'immigration est un danger pour leur idéologie woke? Moi, c'est l'explication que j'y ai trouvée personnellement, parce qu'il faut savoir que le Canada, si vous voulez, le vivre ensemble, LGBT, etc., c'est extrêmement présent, aussi présent que l'antiracisme chez nous. C'est vraiment très accentué. Donc peut-être qu'ils considèrent qu'effectivement l'immigration compromet un petit peu leur système matriarcal. Qu'est-ce que vous en pensez, chers invités? Eh bien, or, moi, je suis la situation politique canadienne un peu de loin, mais de ce que je sais actuellement, il y a, on va dire, la version modérée de Trump, parce que c'est le Canada quand même, ils ne sont pas aussi bons qu'aux États-Unis, si j'ose dire. Il y a actuellement, à l'échelle fédérale canadienne, le grand rival de Trudeau, qui est un Québécois, qui s'appelle Pierre Poilievre, donc qui est le chef du Parti conservateur du Canada, qui met en sérieuse difficulté Trudeau sur des tas de sujets, notamment économiques, mais pas seulement. Et donc, en fait, dans la plupart des sondages, le parti du Trudeau, le parti libéral, se prendrait une énorme claque, presque rayée de la carte. Donc, de ce que tu me dis, je pense qu'en fait, Trudeau essaye il est obligé de s'adapter voilà, ce qui se passe, de prendre en compte les réalités de sa politique catastrophique et de l'opposition qui s'est organisée contre lui. Voilà, c'est pour sauver ses fesses, je pense, tout simplement. Très bien, très bien. Bah, je comprends effectivement pourquoi. Merci beaucoup, Jason. Et enfin, la dernière actualité, Marine. Ah, moi, vous vouliez vous exprimer également sur ce sujet, Frédéric? Vous pouvez, Non, évidemment. juste en une phrase, Trudeau fait du Darmanin. Voilà, personne n'y croit chez nous et j'espère au Canada non plus. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, Marine Le Pen. Vous savez, le Front National, anciennement le Rassemblement National aujourd'hui, est accusé de détournement de fonds européens, emploi fictif, enfin bref, des trucs classiques dans un parti politique, hein, si j'ose dire. Je ne commenterai pas forcément ça.
On en parlera sûrement dans une autre émission quand le procès aura eu lieu. Non, ce qu'on va parler, c'est la peine qui peut être requise contre Marine Le Pen. Au-delà des 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, ça voilà, c'est presque anecdotique. Non, ce qui vraiment fait parler, c'est les 5 ans d'inéligibilité. Donc 5 ans, je vous rappelle que 2027, c'est dans 3 ans. Donc si elle est condamnée à cette peine, cela lui empêcherait de se présenter aux élections présidentielles en 2027. Bon, alors du coup, je reprends. Non, ce que j'étais en train de dire, c'est que avant tout, quand on est un parti comme dirait Jean-Marie, d'extrême droiture comme le nôtre, ce qu'il faut avant tout, c'est faire preuve d'équité et ne pas se laisser emporter par nos émotions. Dieu sait qu'on a souvent eu la dent dure, et à juste titre, à l'encontre de Marine Le Pen, mais c'est pas pour autant qu'il faut se réjouir de cette décision de justice qui, enfin, si elle aboutissait, hein, qui aboutirait sur 5 ans d'inéligibilité. Ceci étant dit, donc oui, je trouve que cette décision est totalement disproportionnée. Après, bon, il y a des lois, elles sont faites pour être respectées. Après, on pourrait aussi dire que c'est aussi un pied de nez qu'elle a fait au Parlement européen, même si après, au final, on ne sait même pas si elle a commis cette faute délibérément ou plutôt par manque de professionnalisme, ce qui ne serait pas la première fois. Mais en tous les cas, cette sanction, si du moins elle aboutit, serait une énième preuve que, dédiabolisation ou pas, là encore, eh bien, ça ne marche pas, puisque que ce soit les médias ou bien les autorités judiciaires ou europoïdes, eh bien, ont toujours autant la dent dure face au RN dédiabolisé que face au vrai Front National décomplexé de Jean-Marie Le Pen. Donc finalement, moi, la morale de l'histoire, c'est excusez-moi le terme, vous biperez 2 fois, mais niquer pour niquer, autant être soi-même. Voilà. Cela dit, maintenant, est-ce que c'est forcément nuisible pour la Rassemblement national? Rien n'est moins sûr, parce que Marine Le Pen a démontré lors des 2 dernières présidentielles que si elle avait fini par crever le plafond de verre du Front National en se retrouvant au 2e tour, elle a été une terrible machine à perdre, notamment dans les 2 débats calamiteux face à Emmanuel Macron, et est arrivée à la fin du second tour 5 à 10% de moins que ce qu'elle avait démarré au début des sondages, au début du second tour. Donc c'est quand même preuve de sa nullité. Est-ce que finalement Jordan Bardella, qui est de plus en plus populaire chez la fameuse ménagère ou chez les jeunes, est-ce que finalement ce serait pas lui l'arme fatale? Je ne sais pas. Il y a aussi pas mal d'angles d'attaque. On peut le prendre par pas mal de côtés, notamment dire qu'il est inexpérimenté. Mais après, quand on voit ce que les gens prétendument expérimentés ont fait de la France ces 43 dernières années, on peut se dire finalement que on pourrait lui dire oublie que t'as aucune chance, Jordan, fonce sur un malentendu, ça peut marcher. Hein. Ça, c'était mon hommage posthume au regretté Michel Blanc. Voilà, à voir, mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir là-dessus, pour nous, hein, Alexandre, je pense qu'on sera tous d'accord au parti, pour nous, que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, mais ce qu'il faut retenir, c'est une formidable volonté du système judiciaire franco-europoïde de mettre des bâtons dans les roues au Rassemblement national, dédiabolisé ou pas, à l'accession du pouvoir. Donc c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et le système, pour le système, tous les coups sont permis. Ce qui est, vous me direz, ce qui m'a assez agréablement surpris par rapport à l'ère Jean-Marie, c'est que là, par contre, il y a eu pas mal d'hommes politiques, alors peut-être aussi par opportunisme, parce qu'ils ont surfé sur les sondages qui disaient que la majorité des Français trouvaient ça excessif, mais en tout cas,
ils n'ont pas hurlé avec les loups en l'enfonçant en disant mettez-lui ses 5 ans d'inéligibilité comme ils avaient fait pour Jean-Marie Le Pen à l'occasion notamment du point de détail ou de l'occupation allemande pas si inhumaine que ça, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, on retiendra ça, mais néanmoins, en backstage, en coulisses, pardon pour cet anglicisme, on voit quand même que il y a une formidable volonté de mettre des bâtons dans les roues au Rassemblement national et tout ce qui s'apparente de près ou de loin à la droite nationale, même si elle n'est plus ce qu'elle était. Merci beaucoup, Frédéric. J'ai entendu toutes vos réponses, donc je pense que les serveurs remarchent de nouveau. Enfin, marchent de nouveau, pardon. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Jason, si vous voulez ajouter quelque chose, vous pouvez. Après, moi, je passerai à la conclusion. Allô, allô? Ah, moi je ne le sens pas de mon côté, mais peut-être que vous n'avez rien à rajouter. Mais j'avais vu que vous avez allumé votre microphone, donc ça va un peu être... je pensais que... Vous, Frédéric, vous n'entendez pas Jason non plus. Du tout. D'accord, je pense que c'est pour conclure. Donc je vais conclure. Jason qui refait son micro. Mais désolé, Jason, j'ai pas entendu de mon côté, donc je sais pas. Je sais pas. Bon, en tout cas, je vais peut-être conclure parce que là, il y a eu trop de galères. Il est quand même déjà 23h10 alors que l'émission dure même pas 1h30. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup Jason, bien évidemment, pour sa première participation au forum du Parti de la France. Jason, ne vous inquiétez pas, toutes les émissions n'ont pas autant de problèmes techniques. Hein, c'est vraiment la première fois. Croyez-moi. Même si là on a un troisième problème technique parce qu'on ne vous entend plus non plus. Donc on enchaîne, on cumule les mandats. Frédéric Cavalli, je vous remercie beaucoup d'avoir improvisé quelque part parce que vous n'étiez pas prévu à cette émission. Vous avez dépanné l'animateur que je suis. Donc merci beaucoup Frédéric. Eh bien, en tout cas, merci à vous, Alexandre, d'avoir pensé à moi. Et alors, je ne sais pas si on peut en parler à l'antenne, mais on se voit très très bientôt. Oui, nous voyons demain pour le Conseil national à Amiens. N'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes adhérent du Parti de la France pour assister à notre fameux conseil, voir comment fonctionne notre parti politique, voir comment sont votées les décisions également. Oui, il y a du vote, je vous assure. Et en tout cas, oui, j'aurai la joie de vous retrouver dimanche à 15h pour une chronique historique sur Vercingétorix. Et j'aurai la joie également de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau bistrot du Parti de la France. J'ai déjà mes invités convalidés et je peux vous assurer qu'on va passer une très bonne soirée. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et à très partagez l'émission aussi. J'ai oublié de le dire, très important. Partagez l'émission autour de vous. À très bientôt. Au revoir.